Notre invitée politique ce matin, c'est donc Aurore Bergé. Bonjour, merci d'être avec nous. Vous êtes députée des Yvelines, vice-présidente déléguée du groupe La République En Marche à l'Assemblée nationale. Et on est ensemble pendant 20 minutes pour une interview en partenariat avec la presse quotidienne régionale. Bonjour Julien Lécuyer. Bonjour Oriane. De la Voix du Nord, évidemment Julien Lécuyer. On va parler du pass vaccinal puisque le Sénat a donc donné son feu vert cette nuit. Un texte voté mais modifié. On va revenir sur le fond des modifications. Comment vous réagissez à ce vote du Sénat, à ce oui mais des sénateurs? C'est un peu ce que j'allais vous dire. C'est-à-dire c'est justement un oui mais. C'est-à-dire que si c'est voter le pass vaccinal, mais le voter dans des conditions telles qu'en vérité il a de moins en moins de sens et d'efficacité, c'est plus vraiment le pass vaccinal qui est voté. Et c'est tout l'enjeu aujourd'hui de la commission mixte paritaire. Moi je souhaite qu'elle puisse aboutir parce que je souhaite que le pass vaccinal entre en vigueur. Parce que, encore une fois, on a besoin, et c'est ce qu'on dit depuis le début, d'ajouter plus de contraintes sur celles et ceux qui ne sont pas vaccinés pour des raisons évidente, encore une fois, de santé publique. Je me suis rendue encore au centre de réanimation de Rambouillet, qui est sur ma circonscription. 100% des lits sont occupés par des cas Covid. 85% sont des personnes non vaccinées. Le reste des personnes qui n'avaient reçu une première dose. En quoi les modifications apportées par le Sénat seraient moins efficaces pour le pass vaccinal ? Alors, il y en a plusieurs de modifications et qui sont des modifications substantielles. Il y a des modifications sur la question du télétravail. Alors, les premiers retours qu'on a sur la mobilisation du télétravail, on voit que ça n'est pas suffisant par rapport à ce qu'on aurait pu espérer. Donc, le Sénat qui a supprimé les amendes pour les entreprises qui ne respectent pas les règles du télétravail. La question, c'est quelle est la contrainte potentielle sur des entreprises. On essayait de mettre une contrainte qui était proportionnée. On peut peut-être en discuter du montant de cette contrainte, mais il faut bien une contrainte pour un moment mesurer l'efficacité et garantir que ce soit mis en place. Donc ça, vous souhaitez que ça soit rétabli ? En tout cas, je vous dis les différences qu'il y a. Et après, c'est un débat et peut-être un compromis qui peut essayer d'être trouvé. Ensuite, il y a la question d'à partir de quel âge le pass vaccinal serait ou non demandé. Le compromis qu'on a trouvé à l'unanimité à l'Assemblée nationale, qui était d'ailleurs sur proposition de députés de divers groupes, c'est que ce soit à partir de 16 ans. Pourquoi 16 ans ? Parce qu'à partir de 16 ans, vous avez la liberté de choisir si vous souhaitez ou non vous faire vacciner. En deçà de 16 ans, ça dépend de vos parents. Donc si vos parents refusent que vous le soyez, quelque part, vous subissez la décision qui n'est pas la vôtre. Donc, on avait trouvé ce compromis. Le Sénat a dit que ce sera 18 ans, ce que je trouve incohérent, puisque souvent les sénateurs ou les groupes LR nous disent qu'il faut tout de suite beaucoup plus de responsabilités, parfois sur des sujets bien plus graves, notamment en termes de responsabilité pénale. Ensuite, il y a la question des seuils, qui pour moi est beaucoup plus grave à mettre dans le dur de la loi. Parce qu'aujourd'hui, dire qu'on supprimerait le pass vaccinal en fonction d'un seuil d'hospitalisation, c'est finalement se mettre en risque. Se mettre en risque parce que, encore une fois, je peux tout à fait comprendre la question posée fondamentale qui est combien de temps ça va durer. Oui, c'est celle que se posent les Français, c'est de savoir en fait si on ne va pas se retrouver avec une restriction des libertés ad vitam aeternam. Mais ça, cette question-là, elle est fondamentale sur la question des libertés publiques et de l'équilibre à trouver entre protection sanitaire, mais aussi protection sociale, économique, psychologique même, parce que évidemment, ça crée et ça peut créer des tensions. En revanche, poser dans la loi des critères sur des seuils à établir ou non. On peut se dire que là, les seuils correspondraient peut-être à la vague que nous connaissons, au risque que nous avons avec ce variant. Est-ce que pour autant, ce serait le bon seuil si demain nous avions un autre variant ? Vous voyez aussi le temps de la discussion parlementaire, et c'est normal, ça s'appelle la vie démocratique. Nous, on revient devant le Parlement de manière systématique. Mais ça veut dire que si on devait demain changer le seuil parce qu'il était inscrit dans la loi, c'est 2 semaines, 3 semaines, 4 semaines de débat parlementaire, puis déféré au Conseil constitutionnel. Donc ça veut dire un risque d'absence de réactivité, alors qu'on sait très bien qu'on a besoin de s'adapter en permanence. Et alors que le Parlement ne siégera pas entre mai et juillet, donc pour vous, ça c'est un problème ? Pour moi, c'est la difficulté majeure, pour moi, elle réside vraiment sur la question des seuils, parce que je pense que cette rigidité qu'on met dans la loi, c'est l'incapacité qu'ensuite on a à pouvoir s'adapter. Mais toutes ces difficultés autour des discussions du pass vaccinal, est-ce que ça vous fait pas regretter finalement de n'avoir pas choisi la vaccination obligatoire ? Mais ce débat sur la vaccination obligatoire, je sais qu'il est porté, pour le coup, depuis le début, par notamment le Parti socialiste. La question, c'est l'effectivité ensuite de la mesure que vous mettez en place. Le pass sanitaire, le pass vaccinal, vous pouvez contrôler, vérifier. C'est-à-dire, à un moment, vous ne l'avez pas, vous entrez dans un restaurant, eh bien, en fait, vous êtes recalé, je puis dire. C'est pareil sur un certain nombre de lieux, de culture, de sport, etc. L'obligation vaccinale, concrètement, comment vous contrôlez ? On va faire des contrôles aléatoires dans la rue pour vérifier que les personnes de plus de 80 ans... C'est ce qui se passe pour beaucoup de choses obligatoires. Finalement, la vérification, elle n'est donnée qu'à ceux qui sont normalement censés le faire, c'est-à-dire les forces de l'ordre.
en fait, on a souvent fait le parallèle avec les 11 vaccins obligatoires pour les enfants. Sauf que c'est complètement différent. Si votre enfant n'a pas ces 11 vaccins obligatoires, la sanction, elle est immédiate, c'est-à-dire qu'il ne peut pas être inscrit à la crèche ou à l'école. Et donc, on peut immédiatement vérifier au regard de son carnet de santé si, oui ou non, il a bien ces vaccins, protection pour lui-même et pour les autres. Là, dans le cadre de personnes qui ne seraient pas vaccinées, mais qui n'entreraient pas forcément dans les lieux de culture, qui n'entreraient pas au restaurant, au café, qui n'entreraient pas dans des lieux de vie, de brassage, comme là, ça existe avec le pass sanitaire et demain avec le pass vaccinal. Je suis désolée, je ne crois pas que mettre en place demain des contrôles aléatoires dans la rue, puis après, vous faites quoi concrètement? La personne qui n'est pas vaccinée, vous avez contrôlé de manière aléatoire dans la rue, vous l'emmenez de force se faire vacciner? Vous la mettez recluse chez elle en lui disant maintenant on vous interdit toute sortie. Mais pourtant le chef de l'État, le chef de l'État et Olivier Véran ne ferment pas complètement la porte à cette vaccination obligatoire. Non mais je sais que ce débat... Est-ce que ça veut dire qu'elle sera mise en place peut-être plus tard? On voit l'Italie le met en place pour les plus de 50 ans. L'Allemagne va en discuter au Parlement. Le chancelier s'est dit favorable, donc elle pourrait être mise en place en Allemagne. Est-ce que la France ne va pas suivre? En tout cas, la question que moi je pose, c'est encore une fois la question à la fois de la proportionnalité de cette mesure. On dit que le pass vaccinal ou le pass sanitaire serait attentatoire aux libertés publiques. Alors qu'à la fin des fins, qu'est-ce qui se passe? On vous demande quand même de vous faire vacciner pour éviter de développer des formes graves et d'aller en réanimation et de présenter un QR code pour pouvoir aller dans un restaurant ou dans un théâtre. C'est quand même ça la contrainte qu'on fait peser sur vous, qui me semble être tout à fait raisonnable. En revanche, l'obligation de vous faire vacciner, qui conduirait potentiellement à quoi? À ce que vous soyez placé à l'isolement si vous refusez de vous faire vacciner. Il y a quand même un sujet derrière de proportionnalité, encore une fois, de la mesure qui serait fixée, de risque, à mon avis, de censure du Conseil constitutionnel peut-être, et de risque même d'efficacité, de risque que cette mesure, elle ne soit, pour le coup, absolument pas acceptée. Autre modification qui a été apportée par les sénateurs, c'est la suppression de la vérification d'identité par les responsables de bars, cafés et restaurants. Alors, ils pointent notamment les risques de violence envers les personnes chargées de ces contrôles. Je vois que vous êtes dubitative. Je suis dubitative parce que les personnes qui potentiellement pourraient être violentes, dans ces cas-là, elles le seraient déjà à la simple demande de présentation du pass sanitaire aujourd'hui. Et ça n'est pas parce qu'il y a un risque que certaines personnes soient violentes, il faut combattre cette violence plutôt que de la contourner. Et là encore, je trouve que c'est assez incohérent de la part des LR de dire attention, comme il y a un risque que certaines personnes contournent, eh bien allégeons encore plus les mesures en vigueur. Sachant que c'était juste une mesure de bon sens, qui était de dire parfois on se retrouve avec, nous le disent d'ailleurs, des restaurateurs, des cafetiers ou autres, qui voient un pass sanitaire au nom d'un homme, alors que c'est une femme qui se présente à eux, ou l'inverse, ou avec un âge qui de manière flagrante ne correspond pas à la personne qu'ils ont en face d'eux. Et ils n'ont pas de moyens de dire vraisemblablement votre passe n'est pas. Est-ce que vous entendez là, malgré tout leur critique de la part justement de certains cafetiers et restaurateurs qui disent ce n'est pas notre job, il y a des forces de l'ordre qui sont là pour ça, on ne veut pas se transformer en cerbère du pass vaccinal? Oui, mais leur intérêt, c'est quoi? Notre intérêt collectif, c'est quoi? C'est de ne pas avoir de main de confinement, c'est de ne pas avoir de couvre-feu, c'est de ne pas avoir de fermeture d'un certain nombre de ces lieux. Et donc, je préfère, encore une fois, qu'il y ait un peu plus de contraintes et donc peut-être de contrôle à l'entrée, plutôt que de prendre le risque de leur dire vous allez refermer. Et en vérité, dans un certain nombre de cas, ils contrôlent déjà. Quand vous allez dans un café et puis dans le même café, vous devez pouvoir consommer de l'alcool ou acheter des cigarettes, normalement, ils sont supposés vérifier votre âge, par exemple. Et potentiellement, vous demandez votre carte d'identité, ça ne gêne personne. Vous avez l'air dubitatif, voire réticente à toutes les modifications qui ont été votées cette nuit par le Sénat. Est-ce que ça veut dire que l'accord député-sénateur, il ne sera trouvé que sur le texte des députés? C'est soit le texte des députés, soit rien? Ou vous êtes prêts quand même à des compromis avec le Sénat? La ligne rouge absolue, c'est sur la question de l'inscription des seuils dans la loi. Parce que je pense que tout le reste peut se discuter. Je pense qu'après, il peut y avoir des discussions, des compromis qui peuvent être trouvés. On peut, voilà. Et par exemple, sur la question du télétravail, peut-être qu'un compromis peut être trouvé sur le montant qui serait celui potentiellement de l'amende si le télétravail n'était pas respecté. Enfin, donc ça s'appelle du compromis, du débat parlementaire. Et c'est ça qu'il existe et c'est toute cette journée. Mais vous ne fermez pas la porte à toutes les modifications du Sénat? Non, je ne ferme pas la porte parce que sinon, de facto, ça voudrait dire qu'on ne souhaiterait pas qu'il y ait une commission mixte paritaire qui fonctionne et ça retarderait la mise en place du pass vaccinal. Par contre, on ne peut pas accepter à tout prix un accord si cet accord vient fragiliser
le fait même de mettre en place le pass. Un mot sur la décision du tribunal administratif de Versailles hier qui a suspendu le port du masque en extérieur dans votre département des Yvelines. C'est une première en France, le tribunal qui estime que cette décision de port du masque est une atteinte excessive et disproportionnelle à la liberté individuelle. Qu'est-ce que vous pensez de cette décision ? Moi, je n'ai pas commenté de facto une décision qui est prise par le tribunal administratif. Ce que je sais, c'est que le préfet va reprendre un arrêté qui sera plus circonscrit sur un certain nombre de lieux. On a des lieux où on a absolument besoin que ce port du masque puisse exister. Aussi parce qu'encore une fois, on parle souvent de ceux qui rechignent à un certain nombre de contraintes. On parle moins de ceux qui souhaitent aussi que cela puisse être mis en place parce qu'ils ne se sentent pas sinon en sécurité d'aller se déplacer dans un certain nombre de lieux. Mais est-ce que quand même cette décision elle fragilise une partie de la stratégie du gouvernement ? En tout cas, nous, on est un département où il y avait en effet un rebond épidémique qui était extrêmement important. Donc ça légitimait, il me semble, la décision du préfet qui était de dire, face à un rebond épidémique, encore une fois, qu'est-ce qui vaut mieux ? Est-ce qu'il faut des décisions qui soient un peu brutales de risque de fermeture de lieux ou est-ce qu'il vaut mieux juste porter le masque dans l'espace public ? Finalement, si à la fin, on doit continuer à porter le masque, par exemple sur les marchés. Souvenez-vous, dans le premier confinement, on avait dû au tout début fermer les marchés qui sont des lieux importants de vie économique, mais aussi de vie sociale. On a rouvert les marchés avec une contrainte raisonnable qui est encore une fois celle du port du masque. Donc je pense qu'on va réussir à trouver un compromis. Concernant les restrictions toujours, vous avez dit sur RTL qu'il faudrait aller peut-être encore plus loin et c'est vrai que vous avez remis sur la table l'idée du pass sanitaire en entreprise. Est-ce que c'est définitivement derrière nous ça ou est-ce que vous gardez dans un coin de votre tête l'idée de le porter à l'Assemblée nationale ? Alors on a porté ce débat à l'Assemblée nationale. Moi j'avais porté ces amendements et donc on les a présentés et on a eu cette discussion. Ce que je comprends, c'est que les partenaires sociaux aujourd'hui ne souhaitent pas que ça puisse entrer en vigueur. Mais de l'autre côté, on a nous, dans tous nos départements, des employeurs, mais aussi des salariés, qui nous interpellent sur le sujet. Des salariés qui nous disent, écoutez, moi dans mon métier, c'est très difficile d'arriver à maintenir les gestes barrières. On est dans des petites entreprises, donc on sait de facto qui est vacciné, qui ne l'est pas. On n'a pas envie de côtoyer des gens qui se mettent en risque, mais qui nous mettent au risque aussi au quotidien. Donc concrètement, en fait, on n'a pas les moyens de faire autrement. On est obligés, nous, de continuer à venir travailler avec le risque potentiel d'être contaminé. Donc, ça veut dire que vous y êtes favorable vous-même ? En tout cas, moi, j'entends les demandes qui proviennent, encore une fois, et de chefs d'entreprise et de salariés qui nous disent ça crée de la tension parce qu'on sait, à la fin, dans toute petite entreprise notamment, qui est vacciné, qui ne l'est pas. Donc cette tension, elle peut exister au sein du monde du travail. Et qui nous disent à un moment comment on fait pour mieux protéger nos salariés et en tant que salariés, comment on fait pour éventuellement aussi éviter de côtoyer des gens qui se mettraient volontairement en risque. On va parler de la grève dans les écoles aujourd'hui, qui s'annonce très suivi, Julien. Oui, grève massive qui va concerner tous les secteurs, avec des chiffres exceptionnels de mobilisation, 75%. Ça, c'est vraiment que la prévision, ce sera précisé aujourd'hui. Est-ce que vous comprenez cette colère compte tenu de ce qui peut apparaître comme une valse hésitation des protocoles sanitaires à l'endroit de l'éducation nationale ? Moi, je comprends la tension dans laquelle les enseignants sont. Ça, oui. Parce que ça fait 2 ans qu'on vit tous dans une période de pandémie qui en permanence génère de l'incertitude, qui fait qu'on a du mal à envisager sereinement l'avenir, qu'ils ont des élèves qui eux-mêmes parfois peuvent être anxieux. Ça dépend en plus des catégories d'âge, la manière avec laquelle les protocoles peuvent être mis en place ou pas. Donc ça, je peux comprendre et je peux entendre cette tension. En revanche, pour moi, le préalable que nous avons posé et que nous maintenons, c'est l'ouverture des écoles et le maintien de l'ouverture des écoles. Et moi, je suis désolée, mais je me félicite qu'on soit le pays de l'Union européenne qui a le moins fermé ses écoles pendant l'intégralité de la crise. On les a fermées 2 mois et demi. Il y a d'autres pays qui les ont fermées entre 6 et 9 mois. C'est un peu brandi comme un totem de la part du gouvernement et de la majorité présidentielle. Mais quand on voit le nombre de classes fermées, quand on voit la désorganisation dans les écoles, l'incertitude quotidienne dans laquelle sont les parents, est-ce que c'était vraiment la bonne solution ? Et est-ce qu'il n'y a pas une forme d'hypocrisie de dire oui, nous on a gardé les écoles ouvertes quand on voit la désorganisation dans les écoles ? Alors, je crois que déjà, encore une fois, face à la crise et face à la pandémie et face à la contagiosité de ce variant, tous les pays sont confrontés à une désorganisation qui ne concerne pas que l'école, qui concerne aussi nos entreprises. C'est pour ça aussi, justement, qu'on a changé les protocoles. Pourquoi aujourd'hui, il n'y a plus de mise en isolement de ceux qui sont cas contact ? Parce que sinon, on mettait finalement en isolement quasiment tout le pays. Parce que, vraisemblablement, vu le risque de contagiosité, on va tous soit à un moment être contaminé, soit en tout cas être cas contact. Donc il y avait besoin de s'adapter. Et donc il y a aussi besoin d'adapter notre école. Il y a aussi besoin d'adapter les protocoles sanitaires. Mais 3 fois quasiment en une semaine. Oui, mais encore une fois, on nous demande de l'adapter. C'est-à-dire, au départ, les enseignants nous ont dit
un seul test, ça ne suffit pas parce que le premier test peut être négatif, mais finalement, la manière avec laquelle le virus peut être inoculé fait que 2 jours, 3 jours, 4 jours après, un autre test aurait pu se révéler positif, donc on ne se sent pas suffisamment protégé face aux enfants qui sont là et qui peuvent être porteurs. Donc faisons plusieurs tests. On a donc mis en place le fait qu'il y ait plusieurs tests. Ensuite, on a entendu les inquiétudes des parents. C'est la faute des enseignants ou des parents. Faute. Il y a un conseil sanitaire, il y a des experts. Juste qu'on a besoin d'accepter que sur ce sujet-là, oui, on a un choix politique, que ce choix politique, il est de dire il faut maintenir les écoles ouvertes. Et je suis désolée, la seule alternative que les oppositions nous aient proposée, c'est de dire reporter la rentrée. Mais reporter la rentrée, ça veut dire supprimer une semaine de cours. Et ça aurait changé quoi concrètement ? On aurait dit aux parents le vendredi ou le samedi, écoutez, à partir de lundi, pendant une semaine, vous allez reprendre vos enfants chez vous. Pour celles et ceux qui déjà le pouvaient, ce qui est quand même loin d'être le cas pour tous les parents, avec encore une fois les risques d'inégalité dont on sait très bien que ça génère quand on a une fermeture d'école, des parents qui sont en situation de garder leurs enfants et de pouvoir leur faire cours ou accompagner les cours donnés par les enseignants, et d'autres qui ne peuvent absolument pas le faire. Et au bout d'une semaine, on aurait eu quoi alors qu'on était en plein rebond épidémique? On aurait dit il faudrait mieux continuer et finalement reporter d'une 2e semaine, puis d'une 3e semaine, puis ça aurait fini avec 1 mois, et puis ce serait bien en fait finalement qu'on reporte jusqu'aux prochaines vacances scolaires. Donc pour moi, c'était pas acceptable que la seule réponse apportée, ce soit de dire on ferme les écoles. Donc je dis pas que la réponse, elle est idéale. Je sais bien qu'elle ne l'est pas, et pour les enseignants, et pour les parents, et même pour les enfants qui doivent aussi réaliser ou parfois subir les tests. On le voit bien. On côtoie tous des enfants qui n'ont pas forcément envie, et on les comprend, d'avoir un écouvillon dans le nez pour réaliser un test. Donc je vois bien aussi ce que ça peut représenter. Par contre, je crois qu'ils ont surtout aussi envie de pouvoir retourner à l'école, parce qu'ils voient bien l'enjeu que c'est, et que les parents préfèrent aussi que leurs enfants y aillent, et que les enseignants préfèrent aussi enseigner. Et dernière question sur ce sujet, Julien. Oui, est-ce que par rapport à cette hésitation autour du protocole et par rapport à la colère des enseignants, est-ce que Jean-Michel Blanquer, le ministre de l'Éducation nationale, ne se retrouve pas fragilisé? On sait que les critiques viennent aussi de la majorité. Écoutez, en tout cas, elles ne viendront pas de ma part, parce que moi, je considère que déjà, c'est une chance pour une fois d'avoir eu un ministre de l'Éducation nationale qui sera resté l'intégralité d'un quinquennat, ce qui n'est quand même à peu près jamais arrivé, ce qui est une question quand même qui peut tous nous interroger sur comment on arrive à développer des véritables politiques publiques et à changer à un moment nos modèles d'éducation. Je pense que ça, c'est le premier point. 2, parce qu'encore une fois, si on a tenu la barre, si on a tenu les écoles ouvertes, c'est justement parce qu'on avait un ministre suffisamment solide et qui n'a jamais lâché sur ces arbitrages-là. Sinon, on aurait pu se retrouver comme l'Allemagne, comme la Grande-Bretagne, comme l'Italie, avec 6 à 9 mois de fermeture. Moi, je m'interroge, et on le verra dans 5 ans, dans 10 ans, sur les conséquences éducatives, sociales, psychologiques pour ces enfants qui n'auront quasiment pas eu accès à des cours, accès à la sociabilité, accès à leurs enseignants pendant toute une année. Julien, on va parler de la violence envers les élus. Oui, alors violence que vous avez dénoncée vous-même dans une interview là, au journal du dimanche. Vous réclamiez une prise de conscience collective concernant les violences et menaces qui se multiplient. Est-ce que vous pensez avoir été entendu ? En tout cas, nous, on a eu à l'Assemblée nationale, sous l'égide du président de l'Assemblée nationale, l'ensemble des présidents de groupes qui ont fait front commun. Moi, c'est ce à quoi j'appelais, parce que je pense que c'est nécessaire. C'est-à-dire que les violences qui sont faites aux élus, que ce soit les parlementaires ou les maires, puisqu'on voit que des maires ont été, notamment justement face à la question sanitaire, souvent malheureusement pris à parti, y compris avec des agressions. Oui, mais le problème, c'est qu'on employait cette expression populaire pour dire apporter l'engueulade. C'était au figuré. Le problème, c'est que l'image, elle est devenue réelle avec des agressions. Regardez mon collègue Stéphane Claireau, élu d'Outre-mer, qui, parce que lui, dans un territoire où, en effet, on a malheureusement un record de faible vaccination, a eu le courage de dire... Moi, ma responsabilité d'élu, c'est d'appeler à la vaccination. C'est ça le courage d'un élu à un moment. C'est parfois d'aller contre aussi une partie de la population, même majoritaire. Mais au-delà de l'image, qu'est-ce qu'on fait, Aurore Bergé ? Parce que cette image d'unité de l'Assemblée nationale, elle est nécessaire, c'est un symbole, on est d'accord. Mais c'est pas cette image qui va régler le problème concrètement des violences envers les élus. Qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'il faut prendre d'autres mesures ? Moi, je pense qu'il n'y a pas besoin de changer la loi. La loi, aujourd'hui, elle est extrêmement claire sur les violences qui existent, sur tous les dépositaires d'autorités publiques, quels qu'ils soient. Et on l'a même renforcé dans notre proposition de loi sécurité globale. On a, par exemple, supprimé les remises de peine automatiques qui existaient quand il y avait des violences sur les forces de l'ordre, les pompiers, les enseignants ou les élus. Donc,
l'arsenal législatif, il existe. Alors pourquoi ces violences vont toujours crescendo? Alors déjà, moi je pense qu'il faut qu'on continue, nous, systématiquement, non seulement à dénoncer, mais à porter plainte, ce que j'ai fait, parce que certaines plaintes peuvent aboutir, parce que nos services de police, de gendarmerie, de renseignement font le travail pour identifier celles et ceux qui à un moment nous menacent, nous intimident, voire même nous agressent physiquement. Vous avez déposé combien de plaintes franchement? J'y suis allée 4 fois, mais à chaque fois avec un paquet un peu fourni. Oui. Sur aucune n'a abouti? J'en ai une qui a abouti avec une personne qui a été condamnée pour 3 mois avec sursis, mais c'est une condamnation. Ça veut dire que c'est une épée de Damoclès désormais au-dessus de sa tête. Et c'est aussi envoyer un signal de dire qu'il n'y a pas d'impunité et que ce n'est pas parce que vous publiez sur les réseaux sociaux que cette impunité doit exister. Mais il y a 2 sujets. Il y a la coopération des plateformes qui n'est pas toujours extrêmement réactive, et je suis polie quand je dis ça, mais c'est une nécessité, c'est-à-dire à partir du moment où vous avez des gens qui, clairement, vous menacent, vous intimident, et je ne parle même pas des insultes, ces gens-là devraient ne plus pouvoir bénéficier de comptes sur les réseaux sociaux et il devrait y avoir une coopération très forte et très rapide entre les services de police et de justice et les différentes plateformes. Et on a besoin aussi d'une exemplarité. Ensuite, dans la sanction, on ne peut pas avoir face à des menaces qui ont été proférées ou à des intimidations uniquement un rappel à la loi. Et je pense que là-dessus, il faut être très clair. Celles et ceux qui nous menacent ou nous intimident ont un but clair: faire en sorte que nous changions de conviction, faire en sorte que finalement nous renoncions à venir à l'Assemblée nationale, au Sénat, dans nos municipalités, faire en sorte qu'en fait... Donc il y a trop de laxisme judiciaire sur ces questions. En tout cas, moi je demande à ce que ce soit pris au sérieux, parce que l'enjeu démocratique il est là. C'est-à-dire on ne peut pas venir, par exemple, imaginons que demain on votera à l'Assemblée nationale, soit les conclusions de la commission mixte paritaire, soit on redébattra. On ne peut pas avoir des parlementaires qui ont peur de venir parce qu'ils auraient peur de conséquences physique, des risques d'agression qu'ils subiraient demain. Et une dernière question, Julien. Oui, juste un petit mot sur les parrainages. On sait qu'ils font débat à l'heure actuelle. Est-ce que, selon vous, il faut modifier les règles? Non, pour moi, il ne faut pas modifier les règles. C'est une règle saine qui avait été mise en place par le général de Gaulle d'ailleurs. On a besoin... Finalement, il y a 3 tours dans une élection présidentielle. Il y a un premier tour qui est d'arriver à convaincre aussi que celles et ceux qui nous représentent dans l'ensemble des territoires sont suffisamment convaincus de la crédibilité de votre candidature pour donner leur parrainage. Et ça n'a pas empêché qu'on ait à certaines élections présidentielles, il me semble, une grande variété et diversité de candidats. Donc ça veut dire que c'est possible. Je tiens qu'Emmanuel Macron, quand il était candidat à la dernière élection présidentielle, il n'avait pas de parti politique et il n'avait pas non plus énormément d'élus locaux et encore moins de parlementaires. Donc ça veut dire que c'est possible et qu'il faut faire ce travail de conviction et qu'il faut, et on en revient un peu au sujet précédent, que les maires, évidemment, se sentent libres de parrainer qui le souhaitent. Merci beaucoup. Merci Aurore Berger d'avoir été notre invité ce matin. Merci.